Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un film, ou plutôt de deux films, l'un qui est attendu à la fin de cette année, le 25 décembre 2024, et l'autre qui est sorti en Allemagne en mars 1922, il s'agit de Nosferatu. Dans une première partie, donc, je vais m'attarder sur le film original de Wilhelm Friedrich Murnau, et dans une seconde partie, je parlerai du nouveau film de Robert Eggers, qui est un réalisateur assez intéressant, et je vous dirai un peu ce qu'on peut en attendre. Je ne parlerai pas du film de Werner Herzog car je ne l'ai pas vu, mais ce sera chose faite avant d'aller voir la nouvelle version au cinéma. Donc faisons d'abord un petit peu de mise en contexte. Nous sommes dans l'Allemagne des années 20, dans la période d'entre-deux-guerres, donc une période de pauvreté extrême. La population allemande est en quête d'identité, il y a une très forte instabilité politique. Et vous avez l'architecte allemand Albin Gros qui rencontre en 1916, pendant la Grande Guerre, un paysan serbe qui lui avoue que son père, en réalité, serait un vampire. Albin Gros va garder cette anecdote en tête et il va rencontrer un autre producteur allemand, Enrico Dieckmann, avec qui il va créer en 1921 la société Pranafilm. Cette société, elle aura pour but de produire des films fantastiques dans le but d'étudier les sciences occultes. La finalité étant de réaliser une œuvre qui traitera du mythe du vampire. Alors avec d'un côté le contexte politique allemand très compliqué, et de l'autre l'émergence de l'expressionnisme allemand au cinéma, donc qui présente des personnages plutôt sombres, dérangés, qui évoluent dans des environnements horribles et ou fantastiques. Ils vont décider tous les deux de produire Nosferatu, une adaptation non officielle de Dracula dont ils n'avaient pas les droits. Nosferatu qui en roumain veut dire l'innommable. Ils vont alors démarcher un jeune réalisateur allemand très prometteur qui est Friedrich Wilhelm Murnau. Le réalisateur approuve très fortement l'idée d'une adaptation du roman de Bram Stoker, ou plutôt de son plagiat. Donc il accepte et il tourne le film majoritairement dans des décors extérieurs et non en studio, ce qui est quelque chose de rare pour l'époque. Murnau mélange donc dans son histoire horrifique un côté naturaliste, avec comme morale finale de cette histoire que le mal éternel n'existe pas et que les périodes sombres laissent toujours la place à un avenir meilleur, en référence donc à la réalité du moment de l'Allemagne de 1920. Si le film reçoit de grandes éloges à sa sortie, au niveau commercial, c'est un terrible échec. Le film, il est uniquement diffusé dans des salles de cinéma indépendantes, donc face à un public restreint, et donc il est moins rentable. Pranafilm se déclare en faillite en août 1922, plombé d'un côté par les dépenses pour la promotion du film et de l'autre côté par une plainte de Florence Balcombe, qui est la veuve de Bram Stoker, qui les attaque pour plagiat de son roman Dracula. N'ayant pas l'argent pour payer les 5000 livres sterling réclamés par Florence Balcombe, le tribunal de Berlin décide en juillet 1925 que toutes les copies du film Nosferatu soient détruites. En octobre de la même année, vous avez le Festival de cinéma de Londres qui va diffuser Nosferatu, ce qui n'était pas du tout attendu puisque normalement le film était détruit. Donc la pellicule à la fin du festival est récupérée et est elle aussi détruite. Et il faudra attendre la fin des années 1920 pour que cette fois-ci une dizaine de copies soient découvertes aux États-Unis. La Pranafilm avait en réalité eu le temps de distribuer le film de l'autre côté de l'Atlantique. De nos jours, Nosferatu, il est totalement accessible au public, hein. Vous pouvez le regarder, vous pouvez le trouver sur YouTube très facilement. C'est devenu une œuvre de référence pour le cinéma de genre. Maintenant, je vais vous résumer donc le film original de Murnau. Donc les personnages ont changé de nom puisqu'ils n'avaient pas l'autorisation d'utiliser les noms du roman de Bram Stoker. Donc vous avez Knock, qui est en réalité Renfield, qui est un agent immobilier peu scrupuleux de la ville de Brême, qui va vendre une maison au comte Orlok, incarné par Max Schreck. Et cette maison se trouve en face de celle d'un certain Thomas Hutter, donc en réalité Jonathan Harker,
qu'il missionne d'aller en Transylvanie pour rencontrer le comte et lui faire signer les documents d'achat de la maison. Uther part en laissant sa femme Hélène toute seule, donc Hélène c'est Nina dans le roman. Il la laisse seule chez des amis le temps de son voyage. À son arrivée en Transylvanie, Uther est mis en garde par la population locale, donc ils lui disent qu'il court un grave danger s'il se rend au château du comte Orlok. Uther va trouver un livre qui parle des Nosferatu, des innommables, et il décide de le garder avec lui. Il va présenter un côté très naïf en fait de la situation, des différents avertissements qui vont lui tomber dessus. Jusqu'au moment où il va s'approcher du château, la diligence le laisse en bas d'une montagne. Vous avez un mystérieux personnage qui ressemble au comte Orlok qui va l'emmener jusqu'au château. Là, il va rencontrer le comte et les choses vont tourner mal. Uther est accueilli par le comte qui l'invite pour le dîner et la soirée vire très rapidement au bizarre. Lorsque Uther en fait se coupe un doigt, le comte Orlok se lève de table et attiré par l'odeur du sang, il décide de venir mordre Thomas Uther. Uther s'évanouit et au petit matin il se réveille et il est seul dans le château. Il est amnésique de la nuit précédente, il découvre 2 marques à son cou, 2 marques de morsure, et il pense que ce sont des piqûres de moustiques, il pense avoir fait juste un horrible rêve et qu'il ne s'est rien passé. Il va quand même écrire une lettre à Hélène où il va dire ce qu'il ressent un petit peu, la situation. Il trouve que l'endroit est très étrange et il raconte son rêve. Plus tard, Thomas Uther va faire signer les documents à Orlok et c'est là qu'il va découvrir le piège. Il va comprendre en fait que Orlok est un vampire. Il va le surprendre en fait en train de dormir dans un cercueil. De son côté, Hélène, elle fait un cauchemar. Elle rêve du vampire et elle sait que Uther court un grave danger. Pendant ce temps, Uther il observe Orlok qui va simuler, on va dire, sa mort dans un cercueil et qui va partir, qui va embarquer dans l'Empusa, qui est en réalité le Déméter, en direction de Brême. Uther s'enfuit du château, il va s'évanouir à nouveau et il est rapatrié chez lui par des paysans qu'ils ont trouvé inconscients. Pendant ce temps, on voit un petit peu les autres personnages. On voit le professeur Bulwer, donc qui est en réalité Abraham Van Helsing, mais qui a un rôle beaucoup moins important que dans le roman de Bram Stoker, qui donne des cours de vampirisme chez les plantes dans son école. Et vous avez Knock, l'agent immobilier véreux, qui est de plus en plus fou et qui va être enfermé dans un cachot, qui est en quelque sorte une victime télépathique du comte Orlok. À son retour, Uther retrouve Hélène et il lui raconte qu'il pense avoir rêvé toute cette histoire. Knock, pendant ce temps, il va voler un journal dans la poche d'un de ses gardiens, dans sa cellule, et on va y découvrir que la peste arrive en Europe. La peste arrive en Europe parce que les gens découvrent des victimes avec deux traces de piqûres dans le cou et donc ils pensent que c'est la peste qui arrive. Les passagers de l'Empusa pendant ce temps, ils vont mourir les uns après les autres, soit tués par le comte Orlok, soit rendus complètement fous. Et à son arrivée, Orlok va prendre possession de sa nouvelle demeure alors que Knock pendant ce temps agresse un gardien et tente de s'échapper. L'équipage du navire est retrouvé mort et la seule chose qui reste en fait c'est le journal de bord du capitaine qui indique la présence d'un passager clandestin à bord qui aurait décimé son équipage. La ville de Brême se barricade, croyant que la peste est arrivée en ville. Hélène va trouver le livre sur les vampires que Uther a rapporté avec lui. On y apprend que pour vaincre le Nosferatu, il faut qu'une femme au cœur pur se sacrifie et garde le vampire à ses côtés jusqu'au chant du coq, c'est-à-dire jusqu'au lever du jour. Voyant les cadavres s'empiler en ville, Hélène décide de rompre la malédiction en se livrant à Orlok. Donc une nuit, elle va répondre à l'appel du vampire, elle va faire mine de s'évanouir devant Uther. Celui-ci va partir chercher le professeur Bulwer pour l'aider. Et pendant ce temps, Hélène se relève, elle va ouvrir les volets, appeler le vampire. Le comte Orlok arrive et il va boire le sang d'Hélène.
jusqu'au lever du jour. Et il va entendre le chant du coq, ce qui est synonyme que le soleil arrive. Le comte Orlok va comprendre qu'il s'est fait piéger. Le jour se lève, Orlok est piégé, il meurt brûlé par la lumière du jour. Hélène meurt dans les bras de Uther, mais la ville est sauvée, le Nosferatu est vaincu. C'est ainsi que le film de Murnau se termine. Donc si je devais garder 3 éléments du film de Murnau, j'aimerais bien retrouver dans le film de Robert Eggers d'abord le jeu d'ombre. Le jeu sur les ombres, quelque chose que vous avez beaucoup dans le film de Murnau, c'est le vampire qui dévore le décor. Vous avez souvent l'ombre du vampire, par exemple à la fin quand il va mordre Hélène, vous voyez son ombre qui monte dans les escaliers. Vous avez tout un jeu sur le physique en fait du monstre qui est en hors champ, qui n'est pas montré. Vous avez aussi le côté paranoïaque qui s'installe dans la société, dans une société qui craint l'arrivée de la peste. Ça va apporter tout un aspect croyance populaire avec les livres sur les vampires. Tout le côté religieux, ça, ce serait intéressant de le retrouver dans le nouveau film. Et enfin, les décors lyriques, en fait, ce mélange de poésie et de gothique, retrouver des environnements de verdure, de vie qui vont contraster avec le vampire qui vit reclus dans un château, dans son cercueil, et qui est physiquement monstrueux. C'est d'ailleurs ce qui me plaît dans le Nosferatu par rapport à Dracula, c'est que Nosferatu, en fait, c'est une créature qui suscite beaucoup plus la peur et le dégoût que le Dracula original, en fait, qui a une apparence, lui, plus humaine et moins repoussante, je trouve. Alors de ce qu'on a vu de Nosferatu de 2024, de la bande-annonce qui est sortie le mois dernier, c'est quand même prometteur. D'abord parce que le réalisateur c'est Robert Eggers, c'est un réalisateur que je trouve très intéressant, qui a notamment réalisé The Witch et The Lighthouse, que je vous invite à regarder. Vu le trailer de Nosferatu, on retrouve la même ambiance pesante que dans ces 2 films. Dans The Witch, donc ça parle du mythe de la sorcière chez une famille du XVIIe siècle. C'est pas de l'horreur jumpscare à la con type Blair Witch, c'est plus du psychologique, de la paranoïa. Tout comme dans The Lighthouse où vous avez en fait 2 gardiens sur un phare au milieu de l'océan qui vont se raconter des histoires horrifiques. Donc sans surprise, on va retrouver cette ambiance paranoïaque que le réalisateur aime bien instaurer dans Nosferatu. On aura évidemment de l'horreur graphique puisqu'il est question d'un vampire qui dans l'histoire est bien réel, mais je pense que l'on ne verra peut-être pas beaucoup la créature à l'écran. C'est en tout cas ce que le trailer laisse penser, ce sera plutôt un film d'ambiance avec une menace qui pèse sur la ville et Nosferatu qui apparaîtra peut-être pas très longtemps à l'écran, mais dont ses apparitions seront marquantes. Lorsqu'il n'est pas là, sa présence à l'écran se fera ressentir par le hors-champ, un peu comme dans le film de Murnau. Il faut savoir que c'est un projet que Robert Eggers souhaite réaliser depuis 2015, donc depuis déjà un certain temps, et pour tout un tas de raisons, ça n'avait pas été possible, et c'est seulement maintenant qu'il a pu le concrétiser, donc il y a une véritable envie du réalisateur de faire ce film, de créer son Nosferatu, de donner sa version du mythe, donc il y a de quoi, on va dire, y croire que le film sera une réussite. Au casting, on retrouve Bill Skarsgård dans le rôle du comte Orlok, Lily Rose Depp dans le rôle d'Hélène Hutter et Nicolas Hoult qui aura le rôle de Thomas Hutter. Il y a également Willem Dafoe qui a déjà tourné dans The Lighthouse de Robert Eggers et Aaron Taylor Johnson. Donc niveau casting, on est quand même sur du très lourd. Donc j'ai assez hâte de voir le film. Voilà vis-à-vis de mes attentes, vu les images qui sont sorties, ça semble respecter l'œuvre de Murnau en y apportant sa touche personnelle. On aura sûrement du nouveau d'ici décembre. En attendant, j'espère que ça vous aura plu. Abonnez-vous, mettez un j'aime, commentez et je vous dis à la prochaine.